Bien, on va, si vous voulez, attaquer le sujet de ce soir. J'avais titré la conférence Sortir du consumérisme, point d'interrogation. Et donc, entre le moment où j'ai envisagé de faire cette conférence aujourd'hui, j'ai beaucoup lu et réfléchi, et je trouve qu'il est pas mal ce titre, parce que qu'est-ce que le consumérisme? C'est pas si évident que ça. L'impératif d'en sortir, on le sait tous plus ou moins, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est pas du tout évident, donc je conserve le point d'interrogation, parce que c'est tout sauf évident, hein. Donc voilà, ma conférence va se situer en gros en deux parties, va se dérouler en deux parties, hein. D'abord, ce fameux consumérisme, de quoi parle-t-on et quelles sont les critiques qu'on peut adresser à ce consumérisme? Et en réfléchissant un peu, je me suis aperçu qu'il y avait en gros deux âges de la critique du consumérisme. En gros, les années 60-70, qui accompagnent l'émergence de ce qu'on a appelé la société de consommation de masse. Et puis, depuis 10, 15, 20 ans, un nouvel âge qui n'annule pas le premier, mais qui le complète et le radicalise, de critique du consumérisme sur la base des dangers mortels que fait peser sur une planète habitable et soutenable le prolongement du consumérisme, hein. Et je pense que c'est vraiment intéressant de réfléchir en termes des deux âges de la critique du consumérisme. Alors, pour vous faire un peu l'histoire de ma réflexion sur ces questions, bon, évidemment, je suis attentif depuis très longtemps au débat sur la croissance et la décroissance. Et pour moi, il y a un ouvrage de référence dans lequel je me retrouve assez bien, c'est la position de Jean Gadret, hein, qui, lui, parle davantage de post-croissance plutôt que de décroissance. On aura sans doute un bout de réflexion et de discussion ce soir sur ces questions dites de décroissance ou de post-croissance. Et puis l'an passé, j'avais découvert ce livre dont le titre m'avait accroché, la présentation m'avait accroché, qui s'appelle « Les besoins artificiels ». Hein, qu'est-ce qu'un besoin finalement? Qu'est-ce qu'un besoin authentique? Qu'est-ce qu'un besoin artificiel? Un livre de Rasmig Köcheyan. Le sous-titre, c'est « Comment sortir du consumérisme ». Hein, carrément. Voilà. Et donc, je me suis aussi amusé à revenir sur des lectures un peu fondamentales et plus anciennes. Donc, le premier âge de la critique du consumérisme, par exemple, c'est Jean Baudrillard, hein, qui nous explique en 70 ce qu'est la société de consommation et finalement quel est le sens de la consommation. Une réflexion très profonde et qui est toujours actuelle, à mon avis, plus près de nous, hein, puisque ça c'est 1970, ça fait quand même 53 ans bientôt, et ça c'est juste début 2022, juste avant la campagne des présidentielles. Les économistes atterrés ont sorti ce petit livre, De quoi avons-nous vraiment besoin, hein, et c'est des thèmes qu'ils souhaitaient introduire dans le débat électoral. On peut considérer que ça n'a pas été un grand succès, mais ils font des propositions, à mon avis, intéressantes. Voilà, en gros, ce sur quoi je vais m'appuyer, hein, et ce que vous pouvez consulter pour approfondir votre réflexion. Donc, comme je le disais, le premier âge de la critique du consumérisme, c'est les années 50-60. Qui met l'accent sur le fait que on constate un accroissement de la consommation de biens matériels de masse, mais que ça ne produit pas une augmentation du bonheur. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés et malheureux. Donc, comment expliquer ce paradoxe, hein, d'une augmentation de la consommation et sinon le développement ou l'accroissement, mais le maintien d'une frustration de masse? Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis une vingtaine d'années, on a quand même changé de paysage. Et si on critique le consumérisme, c'est parce que toute une série de choses montrent que si on continue comme cela, on va dans le mur. Donc, c'est quand même un changement d'échelle de la réflexion critique sur le consumérisme. Encore une fois, qui n'annule pas la première, mais qui l'intègre dans une réflexion plus radicale. Et moi, j'ajouterais que toute une série de constats et de réflexions ajoute encore une dimension, c'est que
ce consumérisme qui nous emmène dans le mur du point de vue de la soutenabilité de la vie sur Terre se conjugue avec une explosion des inégalités. Et on voit qu'il y a un lien systémique, comme on dit aujourd'hui, entre l'augmentation des inégalités économiques et sociales et donc le degré, si vous voulez, de consumérisme. Plus les gens sont riches, plus ils consomment, et plus ils détruisent la planète. Hein. Donc voilà quand même un certain nombre de faits qui, mis ensemble, radicalisent et, à mon avis, donnent une échelle beaucoup plus massive à la critique du consumérisme que ce que ça pouvait être le cas dans les années 60-70, où ça restait quand même le fait d'une petite couche cultivée et relativement privilégiée qui était très sensible déjà à cette critique, mais aujourd'hui c'est quand même autre chose. Et je pense tout de suite à ce qu'a introduit le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui au début était extrêmement critiqué comme un mouvement de beauf, entre guillemets, surconsommateurs de voitures, et pour lesquels on s'est aperçu très vite, et les premiers intéressés eux-mêmes, qu'il y avait un lien étroit entre ceux qui vivaient et ceux qui posaient comme problème, et la question du consumérisme et des inégalités sociales. Hein, puisque le mot d'ordre qui était très rapidement devenu populaire, c'était fin du monde, fin de mois, même combat. Hein, donc un lien entre les enjeux climatiques et du devenir de la planète et les enjeux de pouvoir d'achat d'une partie de la population. Alors, pour essayer d'y voir clair, on va commencer par essayer de se demander qu'est-ce qu'un besoin. Hein, et là, j'insisterai sur le fait que, pour l'essentiel, les besoins sont produits socialement et culturellement, hein, qu'il est vain de chercher une définition naturelle et définitive de ce qui seraient nos besoins. Hein, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de montrer comment le capitalisme construit nos besoins et a construit nos besoins, hein, et en particulier à quel type de critique cette construction capitaliste des besoins et des modes de vie a donné lieu. Une critique sociale, peut-être la plus connue, une critique artiste, comme le disent les sociologues Boltanski et Chiapello, et comment ces deux lignes de critique du capitalisme, longtemps disjointes, notamment jusque dans les années 60-70, sont aujourd'hui potentiellement en train de se rejoindre. Ça va être le deuxième point de mon exposé. Le troisième point, c'est le caractère insoutenable de la croissance, du type de croissance dans lequel on est. Et donc, ça débouche sur la fin de mon intervention qui consistera à réfléchir sur ce qu'il serait bon de faire décroître comme type d'activité économique et comment on pourrait imaginer inverser cette mécanique infernale du productivisme et du consumérisme. Alors, premier point, les besoins sont très largement produits ou construits socialement, culturellement. Il suffit de se pencher sur les travaux en histoire et en anthropologie pour voir l'extrême variabilité dans le temps et dans l'espace des besoins et de leur mode de satisfaction. Un exemple très simple, quand on voyage à travers le monde, on s'aperçoit que les habitudes alimentaires sont extrêmement variées et que nous sommes, nous, Français, par exemple, du XXIe siècle, dans l'incapacité d'absorber certains aliments qui sont consommés par d'autres peuples. Hein. Et puis, au travers de l'alimentation, c'est pas seulement les aliments qu'on ingurgite, c'est la manière dont on les ingurgite, la manière dont on se réunit pour le faire, etc., etc. Donc, le besoin alimentaire, qui est un besoin physiologique de base, trouve des réponses sociales et culturelles extrêmement variées, hein, encore une fois selon le temps et l'espace, ce qui veut dire qu'il y a bien d'autres choses que le simple besoin physiologique qui se joue dans la manière de satisfaire un besoin qui semble aussi élémentaire que celui de se nourrir. Et on peut dire la même chose pour tout ce qui apparaît comme un besoin de base. Hein, c'est quoi les besoins de base? Se nourrir, se vêtir, se protéger du froid, se loger, se soigner, se reproduire, donner sens à la mort et à la vie. En gros, voilà, vous avez les grandes catégories de besoins élémentaires. Et vous les prenez les uns après les autres, vous vous apercevez
que la manière d'y répondre est extrêmement variable. Hein. Donc il y a une plasticité des manières de répondre et de construire et de répondre aux besoins extrêmement grande selon les sociétés humaines. Donc c'est un choix social. Hein. Alors ça ne veut pas dire que ces choix sociaux dans la manière de répondre aux besoins sont facilement modifiables, parce qu'il y a beaucoup d'irréversibilité, j'y reviendrai, dans la manière dont nos besoins ont été construits, mais ça veut dire qu'on peut collectivement peser sur ces besoins et sur la manière d'y répondre. Autre idée, c'est que depuis fort longtemps, depuis au moins l'apparition des sociétés de classe, les inégalités de classe, aux côtés d'autres inégalités, en particulier de genre, sont celles qui structurent le plus visiblement les inégalités des conditions d'existence et des modes de vie, et donc les inégalités d'accès aux richesses matérielles et immatérielles produites par les sociétés. J'évoque très rapidement les inégalités de genre, mais vous savez tous peut-être maintenant, c'est des choses qu'on ne savait pas et qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie de la culture, y compris en sciences sociales, il y a 20 ou 30 ans. C'est que pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes ? Eh bien parce que pendant des millénaires, elles n'étaient pas prioritaires dans l'alimentation. Tout simplement. Hein. Donc ça a été étudié, ça. Et cette inégalité qui paraît comme une inégalité naturelle a été construite au fil des millénaires par des modes d'alimentation inégaux. Hein. Et là, vous avez un bel exemple de la manière dont les besoins sont inégalement traités et de la manière dont on y répond de manière inégale. Encore aujourd'hui, par exemple, les études démographiques montrent qu'il y a une corrélation qui n'est pas parfaite, qui n'est pas absolue, mais il y a une très forte corrélation entre la position sociale et la taille des individus. Hein. Les personnes qui sont nées depuis de génération en génération dans des milieux très privilégiés sont plus grands en taille que les gens des classes populaires. Hein. Ça a l'air de vous surprendre un peu. Pour moi, ça fait partie des choses qui sont assez évidentes. Alors, dans la pensée économique dominante, que je vais appeler libérale pour simplifier, comment ça marche tout ça ? Eh ben, ça marche de manière assez simple. Les individus ont des préférences, des préférences individuelles, qui s'énoncent sur un marché, et ce marché va se faire fort de mettre en rapport une offre qui répond aux préférences individuelles des consommateurs. Hein. Cette présentation de la manière dont fonctionnent les rapports entre l'offre et la demande et la consommation, finalement, c'est un mythe. Hein, ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe en réalité, et on va le voir tout de suite, parce que, pour l'essentiel, on va voir comment la demande, entre guillemets, ça c'est un langage économique, où les besoins, ou l'expression des besoins sont construits par toute la société, notamment sont construits par la structure de la production, qui s'oriente de manière privilégiée, non pas vers une demande abstraite, mais vers une demande solvable, c'est-à-dire là où il y a les moyens de trouver des débouchés. Hein. Donc la question du fonctionnement du système capitaliste, elle est posée ainsi. Est-ce que ce système s'oriente vers les besoins entre guillemets, tels qu'on pourrait les définir comme essentiels, ou est-ce qu'ils s'orientent de manière privilégiée vers une demande solvable et en fonction des catégories de consommateurs qui ont les moyens de consommer, précisément parce qu'ils ont les ressources en ce sens. Alors, on reviendra sûrement là-dessus. Que le capitalisme soit porteur de dysfonctionnements pour le moins ou de tares profondes, c'est un constat de toute une tradition de pensée critique, mais il est bien important peut-être pour notre réflexion de distinguer plusieurs traditions, plusieurs orientations dans cette pensée critique. Et la tradition la plus connue, c'est la critique sociale du capitalisme, c'est-à-dire le constat que le capitalisme amène avec lui, en longue durée, en dehors de périodes où ça va un peu mieux, des
des gros problèmes sociaux. Hein. En particulier, c'est la question de l'exploitation. Le concept central, là, c'est celui d'exploitation. Il y a beaucoup de gens qui sont mal rémunérés, qui travaillent dans des conditions pénibles, etc., etc. Je ne vous fais pas un dessin. Hein. Le concept central ici, c'est celui d'exploitation. La critique artiste, entre guillemets, ou romantique, elle est plus centrée sur la critique de l'aliénation. Hein. L'aliénation, c'est un autre concept que celui d'exploitation, qui tourne autour de la question de la perte de sens, de la dépossession. Les individus sont dépossédés de la maîtrise de leur vie, finalement, hein, à commencer par le travailleur qui est dépossédé du contrôle sur son travail et sur le produit de son travail. Hein. C'est déjà présent aussi chez Marx, mais chez des tas d'autres penseurs, cette idée que ce capitalisme porte atteinte à l'autonomie et à la créativité des individus. Hein. C'est la notion d'aliénation. Or, le consumérisme qui se développe dans les années 60, 50-60, à commencer par les États-Unis d'Amérique, et qui va se généraliser au moins dans un premier temps à tous les vieux pays capitalistes développés, à l'Occident capitaliste, ce consumérisme se caractérise par, enfin, amène avec lui une critique de cet ordre-là, qui va donc se développer à peu près du même pas, puisque à la fin des années 60, par exemple, avant même qu'on ait mai 68 en France, vous avez aux États-Unis d'Amérique toute l'émergence du mouvement contre-culturel, du mouvement hippie en particulier, qui naît d'une critique radicale de ce mode de consommation qui, par les nouvelles générations, notamment par les étudiants américains, qui au départ se mobilisent beaucoup contre la guerre du Vietnam et contre le rôle de l'armée dans la dynamique économique des États-Unis, mais qui très, très vite va se diffuser à une critique plus généralisée du mode de vie américain, de la consommation de masse, comme étant un mode de vie qui bride l'expressivité des individus, qui réduit la vie à une quête de biens matériels et au nom d'un futur toujours reporté, dans lequel la qualité des relations humaines et le plaisir de vivre tout simplement sont bannis finalement au travers de ce mode de vie qui vise encore une fois la réussite matérielle, la réussite sociale. Et donc ce mouvement contre-culturel, qui est un autre angle, vous comprenez bien, de critique du capitalisme que l'angle traditionnel plus social, il va aussi donner naissance à des grandes réflexions de toute une série de penseurs. En France, par exemple, Henri Lefebvre, avant Baudrillard. En Allemagne, ce qu'on a appelé l'école de Francfort, dont un des représentants est Herbert Marcuse. Donc toute une série de penseurs qui vont alimenter cette critique du capitalisme du côté de la perte de sens, finalement. Pour dire quelques mots par exemple sur Jean Baudrillard, donc La Société de consommation en 1970, le préfacier écrit dans la logique des signes comme dans la logique des symboles, les objets ne sont plus du tout liés à une fonction ou à un besoin défini, précisément parce qu'ils répondent à toute autre chose qui est soit la logique sociale, soit la logique du désir, auquel ils servent de champ mouvant et inconscient de signification. Vous voyez, la thèse centrale de Baudrillard et des critiques de la société de consommation, c'est de dire que finalement il y a une déconnexion entre la fonction matérielle des objets et leur fonction symbolique, c'est-à-dire qu'en fait on achète des objets pour se distinguer, pour l'imaginaire dont ils sont porteurs, etc., etc. Donc c'est une critique qui peut être considérée comme étant un peu radicale quand on la généralise, parce qu'on peut considérer qu'il y a encore un certain nombre d'objets, je pense à la baguette de pain, qu'on n'achète pas comme une automobile forcément pour se distinguer du voisin, mais parce que on a besoin de se nourrir tous les jours,
et qu'en France on aime bien les baguettes, si vous allez dans le pays voisin, c'est pas des baguettes que vous mangerez. Vous allez au Royaume-Uni, c'est du pain de mie. Vous n'êtes pas content parce que vous n'avez pas votre baguette. Voilà. Et donc je vais parler un peu de l'automobile maintenant, qui est quand même un objet central, à la fois du point de vue de la dynamique du capitalisme au XXe siècle, parce que vous voyez bien tout ce que l'automobile va signifier économiquement dans les chaînes de production, fondées sur le pétrole, donc sur l'extraction du pétrole et sur cette énergie non renouvelable, en quoi consiste le pétrole, et puis un rôle central justement dans l'imaginaire consommatoire des années 60-70 et encore aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc l'automobile est certes, pour donner raison à Jean Baudrillard et à ses autres critiques, un objet central dans l'imaginaire et dans la manière dont la publicité, par exemple, met en scène l'automobile avec l'érotisation associée à l'automobile, la puissance virile associée à l'automobile. Enfin, on peut réfléchir énormément sur tout ce dont elle est porteur du point de vue symbolique, mais n'empêche que, et c'est pas du tout contradictoire, le développement de l'automobile, j'ai parlé de la centralité de l'automobile, autour de l'automobile va se construire tout un mode d'organisation sociale et urbain largement, enfin en partie irréversible. L'étalement urbain, la multiplication des supermarchés, des hypermarchés, des zones commerciales extérieures aux villes, tout cela, ça a été rendu possible avec la voiture, et avec ce développement humain, en retour, la voiture devient indispensable. Donc vous voyez un peu le cercle vicieux qui se construit et qui est extrêmement lourd, du point de vue de l'infrastructure même de nos modes de vie, de nos besoins, autour de la voiture. Je pense que cette idée, elle est assez simple à saisir. Et en parallèle, évidemment, les transports en commun se révèlent sous-développés ou inadaptés, en particulier, par exemple, inadaptés aux horaires de travail, aux nouveaux horaires de travail qui se sont développés énormément depuis 20 ou 30 ans, dans les nouvelles activités, par exemple, de soins à domicile ou de ménage, qui concernent en premier lieu les femmes. Donc l'inégalité de genre, là, elle frappe de plein fouet au regard de l'accessibilité du territoire. Quand on est une femme, on conduit beaucoup moins souvent la voiture, on est beaucoup plus souvent dépendant des transports en commun, les chiffres sont imparables là-dessus, et quand vous faites des ménages à 3 ou 4 heures du matin dans certaines zones, vous n'avez pas le choix, vous êtes captif de la voiture. Les transports en commun sont absolument inadaptés aux nouveaux horaires des nouvelles prolétaires, pour le dire un peu simplement. Vous voyez comment tout ça, là aussi, ça fait système, et comment ça peut nourrir notre critique de ce mode de développement centré sur la voiture. Alors, on peut aussi multiplier les angles de critique du consumérisme. Une notion très intéressante, par exemple, c'est la notion de déprivation. Cette notion de déprivation, ça veut dire qu'un certain nombre de besoins qui étaient hier abondants, naturels, avec plein de guillemets autour du mot naturel, se trouvent entravés par ce qui s'est développé. Et il y a un très bel exemple dans tout le prologue de ce livre, Les besoins artificiels, qui concerne la question de la lumière et de l'obscurité. Vous savez que nous sommes victimes d'une pollution lumineuse nocturne extrêmement importante, qui a des tas de conséquences négatives sur le plan de la santé. On n'est pas fait pour vivre et pour être éclairé toute la journée et la nuit. Ce qui a donné naissance depuis un certain temps à des mouvements qui revendiquent le droit à l'obscurité. Et par exemple, un besoin de nature quasiment anthropologique qui consiste à la possibilité de pouvoir contempler le ciel, contempler la voûte céleste, ne peut pas être satisfait dans les villes aujourd'hui. Donc on a un besoin qui ne peut plus être satisfait alors qu'il l'était auparavant. C'est cette notion de déprivation. C'est-à-dire que pour une part, nos besoins tels qu'on les ressent aujourd'hui résultent d'une dégradation,
de la situation. On pourrait faire aussi beaucoup de développement autour de la notion du gaspillage et des déchets. Excusez-moi. Aujourd'hui, on estime à 30 à 50% le pourcentage de la nourriture qui est gaspillée. Bon, c'est complètement délirant. Autre exemple sur les vêtements, il y a eu une émission récemment là-dessus et j'ai découvert très récemment ces chiffres. Les vêtements, notamment ce qu'on appelle la fast fashion, c'est 100 milliards de vêtements produits et consommés par an, hein, plus 60% en 15 ans. Que je sache, la population mondiale n'a pas augmenté de 60% en 15 ans. 1% seulement recyclé de ces vêtements. En France, ça nous amène à 2 milliards de vêtements achetés chaque jour. Ça fait 33 par habitant. Et on considère que la moitié de ces vêtements ne sortent pas de l'armoire ou sortent une fois par an de l'armoire. Hein, donc, Baudrillard nous dit la critique morale de la consommation et de ses travers, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Toutes les sociétés ont toujours gaspillé, dilapidé, dépensé et consommé au-delà du strict nécessaire, pour la simple raison que c'est dans la consommation d'un excédent, d'un superflu, que l'individu, comme la société, se sentent non seulement exister, mais vivre. Citation de Baudrillard. Autre citation, l'abondance n'a-t-elle au fond de sens que dans le gaspillage? Donc il y a cette réflexion sur le caractère complètement lié de la notion d'abondance et de celle de gaspillage aussi qui fait beaucoup réfléchir. Alors, j'ai collecté aussi d'autres données sur le nombre d'objets possédés par un ménage américain ou un ménage français. C'est absolument délirant, je vous les donnerai tout à l'heure. Parce que l'ADEME, c'est l'agence nationale pour les économies d'énergie, etc., a fait aussi des enquêtes en France qui sont très intéressantes pour voir avec les gens qu'est-ce qu'il y avait dans leur maison et qu'est-ce qui était utilisé, qu'est-ce qui n'était pas inutilisé. Et c'est tout à fait intéressant. Alors, moi, je dis souvent, je l'ai déjà dit dans ma première conférence, hein, et c'est pas très original, mais et on en parle souvent avec André, dans les années 68-70, hein, on était un peu en France et dans d'autres pays, hein, dans un moment d'apogée de la critique du capitalisme, et où il y avait pas mal d'utopies, d'espoir de changer le monde, etc. Et il y avait ces deux critiques artistes, sociales du capitalisme, et qui étaient un peu chacune de leur côté. En gros, les étudiants, critique artiste, hein, et puis les ouvriers, critique plus sociale. Et la question qu'on peut se poser, c'est que le rendez-vous manqué, l'absence de convergence à l'époque entre ces deux critiques, qui a été très nette, hein, a laissé la voie ouverte à ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, c'est-à-dire une nouvelle étape du capitalisme qui à la fois intègre formellement, apparemment, certains éléments de critique. Par exemple, on va vous promouvoir l'autonomie de l'individu dans les entreprises. Hein. Donc, il récupère un peu cette demande d'autonomie et de créativité des individus en disant « Allez-y, prenez l'initiative. Hein. » Et puis, ce néolibéralisme qui s'installe et qui, en même temps, nous fait entrer dans un nouvel âge du capitalisme qui génère des tas de problèmes qui n'étaient pas connus dans la période antérieure, dite des 30 Glorieuses, de croissance forte du capitalisme et de redistribution relative de la plus-value, de la valeur ajoutée. Hein. Là, c'est fini. Nous sommes dans un capitalisme rentier. Hein, l'actualité le montre bien, qui redistribue quasiment rien. Hein. Donc, problèmes sociaux aiguisés et problèmes écologiques énormes. Hein. Donc, les conditions sont créées, et je pense qu'il y a quelques tendances qui vont dans ce sens, qui sont très intéressantes. Les conditions sont créées pour un rapprochement de ces deux critiques aujourd'hui, qui n'était pas possible dans les années 70. Critique artiste, critique sociale. Il y a des éléments, je crois, dans l'actualité sociale, politique, de convergence, qui sont très intéressants et sur lesquels on pourrait réfléchir et discuter. Oui. Dans un supermarché aujourd'hui, il y a 10 000 références de produits différents. Hein. On peut considérer que c'est un peu beaucoup.
Pour les céréales matinales, c'est une trentaine de... une trentaine, bon. Et moi, je reprends aussi c'est l'image d'un collègue, Thomas Coutreau, dans un de ses petits bouquins. Il dit, on comprend la logique d'une société quand on compare, dans la nôtre par exemple, l'état d'une agence bancaire moyenne, quand vous rentrez dans une agence bancaire, ou quand vous rentrez dans un établissement scolaire, dans un quartier défavorisé. Donc là, il y a des choix qui sont faits par la société. Où sont les richesses, où sont localisées les richesses sociales, finalement, dans la qualité des bâtiments dédiés à telle ou telle activité. Ça dit beaucoup de choses. Alors là, c'est un peu le deuxième point, c'est le débat sur l'insoutenabilité écologique de ce système. Alors, quelques mots sur le fameux indicateur de croissance. Tout le monde parle de croissance. Qu'est-ce que c'est que la croissance dans le langage ordinaire et dans le langage des économistes et dans le langage politique, la croissance, c'est la croissance du fameux PIB. Avant, c'était le PNB, maintenant, c'est le PIB. Alors, comment est construit l'indicateur du PIB ? C'est uniquement tout ce qui donne naissance à des flux monétaires. Tous les échanges monétaires sont mesurables et donc accumulés les uns avec les autres, ça donne un indicateur de PIB. Le gros problème, c'est que cet indicateur mélange les activités que l'on peut juger négatives, les dégâts de la société et les choses positives, productives. Comme le dit Guy Roustan, par exemple, pour résumer en 2 mots la critique de cet indicateur, vous avez un accident de voiture, vous faites croître le PIB. Pourquoi ? Parce que vous déclenchez des activités économiques de réparation de la machine et de l'individu. Voilà. Donc vous pouvez multiplier les exemples, toute une série de dimensions toxiques, négatives de notre fonctionnement social sont mises au bénéfice du PIB. Donc ça ne va pas. Et ça ne va pas, il y a quand même une certaine prise de conscience depuis longtemps que ça ne va pas. C'est-à-dire que cet indicateur de croissance ne dit rien de la qualité de la vie, du bien-être des individus, de la richesse réelle d'un pays donné. Donc il faut discuter et remettre en cause cet indicateur de croissance, le PIB. Sen, Amartya Sen et d'autres théoriciens ont depuis longtemps réfléchi à la nécessité de créer, il y a même eu à l'initiative de Sarkozy une commission en France là-dessus, quels nouveaux indicateurs de bien-être ou de richesse inventés pour être plus près de la réalité de la vie dans un pays donné. Et il y a des propositions qui ont été faites en ce sens. Par exemple, on peut considérer que l'état de santé à 65 ans, ça peut être un indicateur du bien-être dans une société. Le niveau d'éducation des jeunes, c'est un indicateur de richesse de cette société, etc., etc. Or, le gros problème, c'est que en visant une croissance aveugle avec cet indicateur de PIB, eh bien, on constate jusqu'à maintenant qu'il y a une corrélation quasiment linéaire, quasiment directe, entre la croissance de ce PIB et la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la question qui se pose, c'est, comme le disent certains, croissance verte. La croissance verte, c'est un mythe, puisque la croissance verte supposerait un découplage radical entre la croissance ainsi définie, la croissance des activités monétarisables, mesurables, et les émissions de gaz à effet de serre. Et pour l'instant, et ça c'est extrêmement bien argumenté par Timothée Parric dans son livre « Ralentir ou périr », l'économie de la décroissance, c'est le sous-titre, c'est que rien n'indique qu'il puisse y avoir, sauf fantasme technologique, un découplage entre la croissance telle qu'elle est actuellement construite et les émissions de gaz à effet de serre. D'où l'impératif ralentir
et reconvertir le socle économique. Et puis alors, c'est le lien avec les inégalités. Entre 1990 et 2015, les 10% les plus riches de la planète ont été responsables de 52% des émissions de gaz carbonique. Il y a un lien très très étroit entre le niveau de richesse des ménages et l'importance des émissions de gaz à effet de serre produites par leur consommation. Je crois que pour la France, le chiffre c'est 62 ou 68 milliardaires, dont l'empreinte, parce qu'au-delà du gaz à effet de serre, il y a l'empreinte écologique générale, l'empreinte carbone et l'empreinte écologique, ou la charge écologique, eh bien, elle est équivalente, ces 62 milliardaires, à celle des 50% de Français les plus pauvres. Donc vous voyez un peu la disproportion phénoménale, complètement hallucinante, des effets selon la position dans la hiérarchie sociale, des effets en termes d'empreinte carbone. Encore on en a beaucoup parlé, donc c'est assez aussi dans l'actualité. Il y a même des pétitions là-dessus. Le transport aérien, en France, les jets privés représentent un vol sur 10, et chaque vol privé émet 5 à 14 fois plus de gaz à effet de serre qu'un vol commercial classique. Pour le transport aérien, 11% des Français seulement prennent au moins une fois l'avion par an. 33% ne prennent jamais l'avion. On peut se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu plus d'égalité dans l'usage de l'avion? Ça fait partie du... Alors, décroissance, c'est un terme polémique, au bon sens du terme. Il oblige à discuter. Les réserves, y compris de gens qui sont pour une post-croissance comme Jean Gabrel, tiennent en fait au fait que si on ne spécifie pas tout de suite qu'est-ce qu'on a en tête, l'interlocuteur à qui on parle de décroissance va entendre la récession économique, c'est-à-dire décroissance à structure économique inchangée, à structure des activités inchangées. Donc ça n'a aucun intérêt. Il ne s'agit pas de faire décroître globalement toutes les activités telles qu'on les connaît, ça ne réglerait aucun problème. En plus que ça créerait probablement beaucoup de chômage et de misère. Non, il s'agit de repenser complètement la structure même des activités qui sont les nôtres. Alors, ça suppose de modifier les critères d'évaluation de la richesse. Qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne compte pas? Dans le PIB, toutes les activités bénévoles, toutes les activités domestiques qui sont extrêmement précieuses pour la qualité de vie, pour le bien-être de plein de gens, ne sont pas comptabilisées. Vous vous occupez de votre vieux papa ou de votre vieille maman fragilisée, ce n'est pas compté. Le temps que vous lui consacrez n'est pas compté dans le PIB. Par contre, si c'est pris en charge par une aide à domicile ou un EHPAD privé, en particulier, ça va être compté. Vous voyez un peu l'aberration. Et ça fait partie du débat actuel, par exemple, sur la question des retraites. Repousser l'âge de la retraite, outre que ça sera un certain nombre de gens au bord de l'âge de la retraite qui seront en incapacité de travailler, mais vous allez dégarnir le tissu associatif, qui est bien représenté ici, parce que ces gens seront ailleurs que dans les activités associatives, par exemple. Alors on peut tout de suite réfléchir sur toutes les activités nuisibles dont il faudrait viser la suppression, à plus ou moins long terme ou à plus ou moins court terme. Évidemment, à commencer par l'armée, la production militaire, qui représente un poste énorme et en croissance. L'extraction de toutes les énergies fossiles, voilà, en haut de l'affiche, à faire décroître impérativement, ça fait partie des mots d'ordre des mouvements sur le climat, en tous les cas, l'armée un peu moins, et peut-être pas suffisamment à mon goût, mais effectivement réduire la consommation et l'extraction d'énergie fossile, c'est tout à fait prioritaire.
réduire la production d'une série de biens à forte empreinte carbone, les avions, les automobiles, les poids lourds, les grands projets inutiles dont on parle quand même pas mal depuis quelques années, reconvertir l'agro-industrie en agriculture paysanne, développer la production du ferroviaire et des bicyclettes, au contraire de la construction automobile, réduire les flux de transport internationaux par la relocalisation des productions. Hein. Et quant à tous les biens qu'il faudra bien continuer de produire, je pense à la baguette de pain, on va peut-être pas la supprimer du jour au lendemain, c'est peut-être pas prioritaire. Bon, il faut, et là, effectivement, certains progrès techniques peuvent être intéressants, modification des modes de production dans un sens plus économe en énergie, et viser surtout la durabilité des produits. Il y a pas mal de réflexions dans ce livre-là en ce sens. Par exemple, en allongeant considérablement la durée de garantie des produits. Et en faisant de la garantie non pas un supplément à payer, facultatif, mais une contrainte pour le producteur qui permettrait aux gens d'avoir dans le prix d'achat de leur objet la garantie intégrée sur 15 ans, 20 ans, la plus longue possible durée de vie des produits et leur réparabilité. Et qui dit réparabilité des produits dit une autre conception des produits. Par exemple, les objets que l'on peut visser et dévisser sont plus réparables que les objets qui sont collés. C'est un exemple tout bête, mais pourquoi ne pas imaginer aussi des produits. Et puis il y a aussi des propositions intéressantes en termes de est-ce qu'on a besoin d'une appropriation privée par les ménages de toute une série de produits, ou par les individus de toute une série de produits? Est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser l'usage locatif de toute une série de produits, d'objets, y compris l'usage locatif mis à disposition par la collectivité, pas forcément par les entreprises commerciales. Voilà, donc il y a des tas de choses sur lesquelles on peut réfléchir. Alors, dernier point, et puis je vais m'arrêter dans un temps à peu près raisonnable maintenant, c'est de quoi avons-nous vraiment besoin. J'ai regardé un peu ce petit livre. En fait, il liste pas tous les domaines. Par exemple, il ne parle pas des vêtements, il ne parle pas des smartphones, il ne parle pas des télévisions, ce petit livre. Il parle de quoi? Il parle de 8 grands domaines de besoins, de mémoire, dont je les ai sous les yeux, là, j'essaie de ne pas les oublier. Donc l'alimentation, le soin, l'éducation, la culture, le logement et le déplacement, la production, évidemment. Travailler, c'est peut-être un besoin parmi les premiers. Travailler correctement, travailler dans de bonnes conditions, un travail qui ait du sens, donc la question du produire, du travailler ensemble et du vivre ensemble. Ouais, c'est ça, il y a 8 grands chapitres qui présentent à chaque fois l'état assez catastrophique de la situation dans tous ces domaines, et puis des pistes pour changer et pour penser les choses autrement. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Je vais vous donner quelques exemples sur l'alimentation, la santé, le logement. Dans le monde, on a 700 millions de personnes qui souffrent de la faim. Ça fait presque 1 sur 10. On peut considérer que ça concerne pas la France, mais si. En France, vous avez 4 millions de personnes qui recourent à l'aide alimentaire. 4 millions, ça fait 6% de la population. Or, nos dépenses alimentaires, c'était 20% non, c'est le contraire, c'était 35% en 1960, dans notre budget moyen. Aujourd'hui, c'est 20%. Donc, si on arrivait à faire décroître, par exemple, la part du logement qui, au contraire, c'est à peu près symétrique. Le logement s'est passé de 20 à 30% dans la même période. C'est assez incroyable. Donc, si on pouvait revenir à aux proportions anciennes alimentation-logement, on pourrait consacrer davantage à l'alimentation et donc mieux rémunérer nos agriculteurs reconvertis en bio. Encore que, et là vous avez aussi quelques données très très intéressantes dans ce livre, pourquoi le bio est 37% en moyenne plus cher
que l'alimentation industrielle, on va dire, agro-industrielle, c'est parce que la politique agricole commune fait le choix de subventionner à l'hectare, donc de subventionner beaucoup plus les grandes exploitations que les petites. Si ce n'était pas le cas, on arriverait déjà à des prix beaucoup plus comparables, hein, sans compter tous les avantages. Il faut payer pour être en bio, en plus. Oui, sans compter tous les avantages liés aussi aux fonctions de maintien, voire de retour à la biodiversité que permettrait l'alimentation bio. Bon, sur la santé, on a quand même énormément parlé depuis le Covid, mais l'hôpital public est dans un état de souffrance très très important. Et donc, dans ce domaine-là, comme dans le domaine du logement, par exemple, on tombe tout de suite sur la question des choix politiques, des choix en termes d'investissement public, hein, puisque cette dégradation, elle ne vient pas de nulle part. Cette dégradation, par exemple, l'explosion des prix de l'immobilier, elle vient du retrait de l'État dans son soutien au logement social, tout simplement. On ne construit plus suffisamment de logements sociaux par rapport à une période antérieure. Donc les gens qui auraient le droit formellement, légalement à un logement social, vont dans le parc privé. Et le parc privé, il y a des logiques de spéculation qui jouent, et donc vous avez une explosion des prix des loyers dans le secteur privé. Enfin, on est bien passé à Aix pour le savoir. Alors, je conclus en ouvrant le débat sur la question, mais comment on peut parvenir à tout cela ? C'est-à-dire, je ne parle pas seulement des mouvements sociaux généraux. On est en plein mouvement social sur les retraites. Le mouvement social sur les retraites, à mon avis, pose indirectement cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de travailler toujours plus et plus longtemps pour ce résultat, au lieu de remettre en question un petit peu la nature de ce qu'on produit et de ce qu'on consomme, hein, et donc, dans ces différents ouvrages, il y a quelques pistes, mais qui restent encore très succinctes à mon avis. Et la piste évidente à laquelle on pense, c'est, je parlais de la convergence ou la non-convergence, ou la rencontre entre les mouvements qui sont plutôt ancrés dans la critique du consumérisme et les mouvements qui sont ancrés dans la critique du travail et de l'exploitation. C'est dans cette rencontre qu'on peut imaginer proposer des démarches qui permettraient de faire des choix en termes de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de produire, qu'est-ce qu'on n'a vraiment pas besoin de produire. Hein. Et il y a des choses qui sont au travail en ce sens. Je sais que du côté du syndicalisme de l'aéronautique, il y a des réflexions sur la nécessaire reconversion, partielle en tous les cas, de l'industrie aéronautique. Je ne sais pas où ça en est dans l'automobile, mais l'automobile, au passage, vous savez que les SUV, donc fortement consommateurs d'essence, c'est la moitié du parc aujourd'hui. Hein. Et les publicités nous renvoient quoi aujourd'hui, hein, de temps en temps, ça m'arrive de regarder la télévision, c'est des SUV en fait. Hein. On vous propose la promotion, on fait la promotion des SUV. Et en fait, les gains techniques qui ont été réalisés en termes d'économie de la consommation en carburant des automobiles a été entièrement compensé par l'augmentation de la puissance des moteurs. Hein, ça aussi, c'est un mécanisme classique, c'est-à-dire que ce qu'on croit gagner d'un côté, on le perd de l'autre. C'est le même mécanisme d'ailleurs pour les sources d'énergie. Hein. On pensait qu'après le charbon, l'électricité allait permettre de... Non, aujourd'hui vous avez, je crois que c'est la première source d'énergie dans le monde, le charbon. Hein. C'est-à-dire, chaque nouvelle source d'énergie complète celle qui précède, mais ne se substitue pas à celle qui précède, parce que l'ensemble est tiré par le productivisme et le consumérisme, hein, qui n'a pas trouvé de solution miracle pour réduire drastiquement les besoins énergétiques nés à la croissance de la consommation matérielle. Et quand je dis de la consommation matérielle, il faut mettre dedans la pseudo-consommation immatérielle, le numérique par exemple. Vous savez que le numérique, ça se présente comme digital et immatériel, mais il y a des infrastructures derrière. Il y a des câbles, il y a des centres de stockage, il y a des satellites, il y a une infrastructure matérielle énorme, très consommatrice d'énergie,
Aujourd'hui, on en est à 5%, mais j'ai vu des chiffres assez effrayants sur le fait que si on continue comme ça, 5G, 6G, 7G, on aura dans quelques années 7%, 8%, 10% de la consommation énergétique mondiale dans le numérique. Alors, l'immatériel, attention, voilà, là encore, c'est vraiment un mythe. Le passage d'une société industrielle à une société post-industrielle, attention, et il y a des collègues qui parlent de société hyper-industrielle pour définir notre société, je crois que c'est beaucoup plus juste. Voilà, donc on a des mouvements de consommateurs, on a le syndicalisme, on a l'aspiration à plus de démocratie dans la ville, dans le quartier, des aspirations à plus de démocratie sur le lieu de travail. Comment on fait se rencontrer ces aspirations dans des assemblées qui seraient à inventer. Moi, je parle souvent de la Convention citoyenne pour le climat parce qu'elle a été un superbe exemple et un superbe contre-exemple en même temps. Superbe exemple parce que des citoyens lambda se mettant au travail avec l'aide de spécialistes, etc., débouchent sur des propositions assez radicales et très intéressantes. Vous savez que parmi ces propositions, il y avait par exemple la régulation drastique de la publicité. Il y avait un moratoire sur la 5G, etc., etc. Il y a beaucoup de propositions très intéressantes, ce qui explique le contre-exemple, c'est-à-dire que nos gouvernants n'ont pas voulu. Il n'y a pratiquement rien retenu de cette proposition. Donc pourquoi ne pas développer ces formules d'assemblée citoyenne, de convention citoyenne? On s'aperçoit que les citoyens, équipés par peu de réflexion et délibérant entre eux, sont tout à fait capables de faire des propositions, je n'ai pas encore utilisé le mot, révolutionnaires. Voilà, merci pour votre attention.